La fin de l'adresse, c'était 75 016 Paris, chers auditeurs, si vous Ah, voulez nous faire des dons. soutenir.rc.fr, voilà. La machine a bugué. Eh oui, mais ça arrive, nous ne sommes que mardi. C'est bien parce que tous les jours, je peux dire qu'il est tôt, comme nous sommes C'est une vrai. matinale, c'est jamais de notre faute. On poursuit cette émission spéciale désormais avec Christophe Boutin, politologue, docteur en sciences politiques, professeur de droit public à l'université de Caen, auteur de nombreux livres, notamment 3 dictionnaires coécrits avec Olivier Dard et Frédéric Rouvillois aux éditions du CERF, le dictionnaire du conservatisme, le dictionnaire des populismes et le dictionnaire du progressisme. Christophe Boutin, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. On est ravis de vous retrouver puisque de la même façon que nous avons entendu Guylain Benessa et Guillaume Bernard, eh bien, nous vous avions invité pour parler de ce vote de confiance en amont. Désormais, nous en avons les résultats qui étaient quand même attendus par une large partie de la population. François Bayrou devrait remettre sa démission ce matin au président de la République. Est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse de cette situation dans laquelle aujourd'hui la France et les Français se trouvent ? Écoutez, l'analyse, elle est finalement très claire et tous les Français la connaissent. C'est le résultat, entre autres, de la dernière dissolution mise en place par Emmanuel Macron, qui a abouti à une sorte de tripartition au sein de l'Assemblée nationale, avec un bloc de gauche qui va de LFI au PS, mais avec des tensions internes, avec un bloc central auquel se sont agrégés les Républicains qui ont rejoint en quelque sorte le camp présidentiel et avec à droite le Rassemblement national et ses alliés. Cette tripartition fait que les gouvernements ont une majorité relative, ce qu'on a vu avec Michel Barnier, ce qu'on vient de voir avec François Bayrou. La difficulté pour eux, donc, est d'éviter d'avoir une majorité contre eux qui se forme, majorité qui peut se former à l'occasion d'une motion de censure, mais qui peut se former aussi à l'occasion d'un vote de confiance, comme cela vient d'être le cas pour François Bayrou. Le départ de François Bayrou, je crois que tout le monde s'y attendait en quelque sorte. Les questions restent cependant pendantes. La question du budget, la question du nouveau Premier ministre, la question des éventuelles alliances, autant d'éléments qui vont certainement se décanter dans la semaine qui vient, avec en plus une situation qui, vous le savez, conduit à des manifestations les 10 et 18 septembre, les grèves et les manifestations, et puis avec une notation attendue par une agence internationale de la santé économique de la France qui pourrait ne pas être totalement positive. Hmm. Christophe Boutin, puisque vous avez commencé à parler justement de cette tripartition, de ces manœuvres pour tenter de dégager ou pas une majorité, je vous propose et je propose à nos auditeurs d'écouter Frédéric Rouvillois. Hier soir, il était au micro de Yves-Marie Adeline dans son libre journal du mardi soir. Et donc, il évoquait du lundi soir, pardon, bah oui, j'ai un jour d'avance. Voilà, où il parlait de cette nécessité qui en fait n'en est pas vraiment une, d'avoir une majorité, puisqu'aujourd'hui beaucoup de gens s'interrogent comment Emmanuel Macron pourra-t-il avoir cette majorité pour gouverner. Eh bien en réalité, il n'en a pas tant besoin que ça. Ça peut être une simple majorité relative dès lors que il peut y avoir effectivement, à partir de cette base, des alliances ou l'utilisation d'un certain nombre d'outils juridiques, comme par exemple 49.3. le 49.3 ou autre, qui sert à débloquer les choses. Ce qu'il ne faut pas, le seul problème grave, c'est lorsque il y a face donc au président et au gouvernement une majorité absolue hostile. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. Oui. Et justement, c'est précisément dans ce cas-là, que eh bien, la dissolution, le droit de dissolution prévu par l'article 12, doit être utilisé pour essayer de sortir de cette ornière et pour retrouver quelque chose qui soit plus jouable, c'est-à-dire sinon une majorité pour le camp présidentiel, sinon une majorité absolue, pardon, pour le camp présidentiel, du moins une majorité relative et une absence de majorité hostile. Voilà, alors j'aimerais bien qu'on puisse déblayer tout ça avec vous, Christophe Boutin. On va revenir sur cette majorité absolue hostile, mais commençons donc par ces jeux d'alliance et ces outils juridiques qui sont aujourd'hui en réalité les outils les plus utilisés par nos hommes politiques pour gouverner. Oui, cela vient d'être dit magistralement par mon collègue et ami Frédéric Rouvillois.
Le problème est d'éviter d'avoir contre soi une coalition. Le système de la Ve République, traditionnellement, le mode de scrutin pour l'élection des députés aboutissait à mettre en place des majorités absolues dans un cas ou dans l'autre. Je veux dire, des majorités qui n'étaient pas forcément la majorité présidentielle. Faut-il rappeler, bien évidemment, ici, les cas de cohabitation que l'on a connus sous la Ve République. La situation ici est différente maintenant, avec déjà, elle était déjà en 2022, elle a été plus encore après la seconde dissolution, avec la nécessité pour un camp qui ne dispose pas d'une majorité absolue à la Chambre de composer, de faire des alliances. C'est une tradition qui existe dans des pays qui ont par exemple des modes de scrutin à la proportionnelle, parce qu'à ce moment-là, on a un émiettement, si vous voulez, entre partis politiques, et avant d'arriver au gouvernement, et je dis bien avant d'arriver au gouvernement, les partis se mettent d'accord sur une sorte de programme commun et forment une coalition. La situation est différente en France, puisque c'est après la formation du gouvernement, en quelque sorte, que l'on tente d'arriver à un consensus, que l'on tente d'arriver à un accord. C'est pour ça que la personnalité du Premier ministre, qui relève du choix du président de la République totalement libre, que la personnalité du Premier ministre est importante parce qu'elle donne des signaux, soit à la droite, pensons à Michel Barnier, qui d'ailleurs a conduit les LR à participer à nouveau au gouvernement, soit un peu en direction de la gauche, avec un François Bayrou dont on estimait, à tort ou à raison, qu'il allait peut-être permettre de rallier le PS dans le camp gouvernemental. Donc la personnalité du Premier ministre, c'est déjà quelque chose d'important. Et puis derrière, derrière, il faut arriver aussi à avoir un programme, et notamment un programme sur ce point central qui est le budget. Mmh. Quand vous parlez de cette nomination de Premier ministre, c'est effectivement une façon pour Emmanuel Macron de donner des gages à l'un ou l'autre parti. En l'occurrence, on a déjà des noms qui circulent puisque c'est la prochaine grande question. Qui va succéder à François Bayrou? On a Christine Lagarde, Thierry Breton, Yael Braun-Pivet peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont selon vous les pires hypothèses? Alors non pas pour Emmanuel Macron, mais plutôt pour les Français, ça nous préoccupe un peu plus à notre antenne. Écoutez, il n'y a pas de pire hypothèse ou d'excellente hypothèse en la matière, puisque, encore une fois, il faudra voir derrière comment se compose le gouvernement et comment se fait le programme. C'est vrai que le choix peut être fait ici de sortir du réseau des politiques. On entend aussi les noms, par exemple, de Gérald Darmanin, qui, cela étant, avait tendu la main en quelque sorte au PS, ou du moins rappelé sa fibre sociale. On a entendu, bien sûr, le nom de M. Lecornu, qui est un des fidèles du président de la République. Laurent Wauquiez n'a pas hésité à remettre Xavier Bertrand, l'inoxydable Xavier Bertrand, à nouveau sorti de son bocal des Hauts-de-France. On a évoqué aussi les noms de personnages moins connus, comme Marc Guillaume, par exemple, l'ancien secrétaire général du gouvernement, comme une personnalité de Bercy, comme Le Drian. Vous évoquez donc là Christine Lagarde ou Monsieur Breton, des gens qui prétendent avoir une spécialisation dans le domaine économique. Pour Monsieur Breton, je ne garantis pas que cette spécialisation, à l'épreuve des faits, est tout à fait convaincue dans les divers postes qu'il a pu exercer, où il exerçait des directions d'entreprise. Mais voilà, faut-il prendre un politique? Faut-il prendre quelqu'un qui paraisse, en tout cas, être partiellement au moins en dehors du sérail politique? Quels doivent être les liens avec les institutions financières internationales, vu la situation financière de la France, ou avec l'Union européenne? Voilà autant de pistes. Mais vous le voyez, il n'y a pas ici de solution miracle. La solution miracle, elle ne peut venir qu'autour d'un programme, encore une fois, et non pas nécessairement autour d'un homme ou d'une femme. Mmh. Ah, on a été avec donc Guilain Bénessa, Guillaume Bernard, qui s'accordaient assez sur le fait qu'aujourd'hui, on est quand même face à des partis politiques qui sèment le chaos et qui se permettent effectivement de démettre un Premier ministre sans avoir réellement de solution et de stabilité à apporter derrière, puisqu'ils ne peuvent pas s'accorder en revanche sur un programme ou sur un Premier ministre souhaité. Est-ce que selon vous, ce chaos, justement, c'est pas une stratégie en soi pour pousser Emmanuel Macron vers le gouffre et puis pour tenter de renverser la table avec la brutalité qui pourrait y avoir derrière tout ce chaos, justement, et permettre aux Français d'ouvrir enfin une nouvelle page politique?
Sincèrement, je ne pense pas que les partis politiques ici jouent la carte du chaos. Je pense qu'ils jouent la carte de leurs intérêts. Point final. Le chaos ne les servirait pas beaucoup actuellement, car si vraiment chaos il y avait, je crois que la vague risquerait d'en emporter nombre d'entre eux. Et d'ailleurs, quand on voit les projections sur une nouvelle élection législative qui suivrait des dissolutions, on constate que pour certains partis, il y aurait véritablement un problème de continuité, si je Mm. puis dire. Non, je crois qu'ici, les partis politiques se rendent compte de la difficulté qu'il y a à tenter de gouverner. J'entends bien ce que vous dites et vous avez raison. De toute façon, on ne mettra pas d'accord sur un budget. D'un côté, le Rassemblement national qui prône une réduction des dépenses de l'État, qui prône de s'attaquer au budget concernant l'immigration, par exemple, et de l'autre, Monsieur Faure ou, à plus forte raison, Monsieur Mélenchon, qui, eux, au contraire, envisagent de relancer l'économie par une augmentation des dépenses et de taxer essentiellement les patrimoines et de taxer les plus riches. Donc on ne les mettra pas d'accord sur le sujet. Par contre, il faudra bien trouver un accord sur le budget. Le budget de François Bayrou ici, en fait, avait un petit peu la difficulté d'être au milieu du gué et d'être presque un budget d'attente. Euh, Emmanuel Macron avait considéré que c'est un budget courageux et un budget qui, parce qu'on évoquait toujours ces 44 milliards d'économies à faire, et l'idée qu'on allait pouvoir revenir sur la fameuse barre des 3%. Mais ce budget, dans les faits, était beaucoup plus un budget d'attente qu'autre chose, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, on ne touchait pas ni dans un sens ni dans l'autre. Je veux dire, ni à la réduction des dépenses de l'État ou de manière épiphénoménale, ni à la taxation des très gros patrimoines ou à la question de l'évasion fiscale, comme le voulait la gauche. Ce ni-ni emporte en quelque sorte François Bayrou. Mm. C'est une crise qui touche particulièrement les partis politiques. Alors justement, je vous propose à nouveau d'écouter Frédéric Rouvillois qui parle justement de la façon dont, justement, contrairement à ce à quoi on aurait pu être habitué, on a eu assez peu de consignes de vote. Alors je finis, puis vous allez me dire comment vous n'êtes pas d'accord. Quant à Retailleau, lui, il vote la confiance. Donc lui, il est quand même, c'est quand même un homme qui vient de ce milieu-là, mais comme nous le savons, qui est qui était ministre dans le gouvernement de François Bayrou. Donc lui, il vote la confiance. D'autres vont voter contre. 15 veulent s'abstenir. Et le président du groupe parlementaire ne donne pas de consigne de vote. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Sachant que, si je veux finir, parce qu'il y a Ciotti quand même, qui est le chef de quelques LR résiduels alliés au RN, nous ne voterons pas la confiance au président Macron. Or, la confiance, elle est supposée revenir. Mais là, on reparle encore du rapport entre le Premier ministre et le Président. Mais commençons d'abord par ça. Que vous inspire le fait que Wauquiez ne donne aucune consigne de vote? Il y en a 15 qui s'abstiennent, et puis Retailleau qui, lui, vote la confiance. Écoutez, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Par exemple, le fait que c'est amusant que vous soyez aussi choqué par ça, dans la mesure où, au fond, l'idée d'une discipline partisane au sein de la Chambre, c'est un peu le régime des partis, quand même, malgré tout. Oui. En principe, s'ils ont été élus, c'est... Un député... théoriquement, il représente la nation et pas son parti. Et d'autre part, il a été élu effectivement par ses électeurs. C'est lui qui a été élu. C'est pas le parti voilà. Et donc, il a pas une sorte d'engagement ou de contrat moral, ni a fortiori de mandat impératif, qui l'obligerait d'aller forcément dans le sens de son parti politique. Mais effectivement, vous avez raison, on est tellement habitué finalement à ça que, voilà, on est un petit peu choqué par la chose. Voilà, alors Christophe Boutin, est-ce que cette crise politique, elle est en train de signer donc, la fin de François Bayrou, ça c'est acté, mais aussi la fin du régime des partis? La fin du régime des partis, sincèrement, je ne le crois pas. Pourquoi Frédéric Rouvillois a tout à fait raison de rappeler à très juste titre que le vote du parlementaire est un vote individuel.
Maintenant, n'oublions pas maintenant la réalité. La réalité, c'est que ce n'est pas nécessairement Monsieur Duchemin qui a été élu. C'est parfois Monsieur Duchemin, dans le cas de parlementaires qui ont labouré leur circonscription, comme on dit, qui sont enracinés dans cette circonscription depuis longtemps. Et c'est d'ailleurs une partie de ces parlementaires enracinés, soit dit en passant, qui ont sauvé les LR du désastre dans les 2 dernières élections. Bon. Mais en dehors de cela, un certain nombre de parlementaires, eux, sont élus sur une étiquette. Soyons clairs, on les met dans des circonscriptions qui sont des circonscriptions gagnables de manière certaine par tel ou tel parti, et dans lesquelles, sincèrement, un cheval serait élu s'il portait l'étiquette qui va bien. Donc ces gens-là, ensuite, qu'ils aient je dirais, des petites vapeurs et qu'ils expliquent que non, ils sont restés indépendants d'un parti à qui ils doivent tout, cela pose un problème. Vous voyez, il y a 2 types, en quelque sorte, de parlementaires. C'est important de le voir. Le régime des partis, qu'est-ce à dire? Si c'est un régime dans lequel effectivement une oligarchie se partage les postes, se partage les prébendes et perdure tout en étant totalement déconnecté du peuple qui est censé l'avoir élu et des attentes de cette population, on ne peut que le regretter. Et bien évidemment, on ne peut que s'opposer à un tel régime des partis. Pour autant, si dans l'hypothèse où les partis font véritablement de la politique, qu'il y ait des débats entre options politiques à la Chambre me paraît tout à fait sain, qu'on écoute les autres à la Chambre me paraît tout à fait sain, et qu'il y ait en ce sens une discipline de vote, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte d'accord, ce n'est pas en soi profondément malsain. Enfin, ce que cela révèle, et je conclus avec ça, ce que cela révèle, c'est la fragilité actuellement d'un parti politique, celui qui s'est, je dirais, le plus explosé, si vous me permettez la formule, entre vote pour, vote contre, et surtout les très courageuses abstentions qu'il y a eu, c'est-à-dire le parti droite républicaine, Ouais. où l'on retrouve là d'ailleurs des tensions importantes entre celui qui dirige le parti et qui est au ministère de l'Intérieur, qui est M. Retailleau, et celui qui aurait bien voulu diriger le parti et bien voulu être ministre, mais qui ne l'a pas été et qui ne le pardonne pas, qui est M. Laurent Wauquiez. Oui, et effectivement, c'est assez intéressant de voir cette inversion de valeur, parce qu'on aurait plutôt imaginé un Bruno Retailleau s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron et inversement un Laurent Wauquiez qui tenterait de gratter sa place en la validant. Christophe Boutin, sur la réaction d'Emmanuel Macron, on le dit, il est pour le moment assez peu préoccupé par la politique de son pays. L'Ukraine et l'Union européenne, c'est bien plus intéressant. Néanmoins, voilà, comment est-ce que, selon vous, il aurait dû réagir? Guillaume Bernard et Guilain Benessa nous auraient expliqué en réalité, en président digne, et donc en respectant la dignité de cette fonction, il aurait dû démissionner, puisque derrière cette sanction de François Bayrou, on le sait, il y a la volonté de sanctionner Emmanuel Macron. Oui, les premiers ministres ont aussi une fonction de fusible, c'est certain. On peut essayer de viser le président au travers du Premier ministre. Ça a été fait d'ailleurs bien avant, hein, ça a été fait contre Charles de Gaulle en faisant tomber le gouvernement Pompidou en 62. Donc de ce côté-là, si vous voulez, ce n'est pas une nouveauté. Est-ce que la dignité du président consiste à partir? Je resterai plus réservé que mon éminent collègue Guillaume Bernard en la matière. Je crois que la dignité du président, lorsque les choses sont aussi mal embarquées, consiste aussi peut-être à admettre une situation de cohabitation, c'est-à-dire à donner le pouvoir à la gauche, la droite, qui vous voulez, mais en tout cas sortir un petit peu de la vision clanique qu'a de ce côté-là Emmanuel Macron, pour essayer de trouver encore une fois une solution à la crise crise financière, institutionnelle et multiple dans laquelle est le pays. Hmm. On parle beaucoup de ce chaos qui se prépare, a priori, pour demain. Nous serons le 10, il va y avoir toutes ces manifestations, ces blocages. Les Français se retrouvent dans un pays avec donc
une opposition de la rue qui a été largement récupérée par la gauche, plus de Premier ministre, Emmanuel Macron qui reste quand même malgré tout assez silencieux. Comment est-ce que les Français doivent justement réagir et vivre ce genre de moment politique, Christophe Boutin? Est-ce que on en a beaucoup qui se sont désintéressés et en réalité on réalise qu'on en parle beaucoup à notre antenne, sur beaucoup de chaînes de télé, mais que quand on se rend en province, les Français regardent tout ça d'assez loin avec beaucoup de lassitude. Écoutez, alors, pour résider dans la France périphérique, si vous voulez, et même avoir résidé récemment dans la France très, très, très périphérique, je crois que tout le monde, j'essaie de trouver une expression qui ne soit pas vulgaire, que tout le monde s'en fiche. Voilà, et je serai très, très gentil en la matière. Les gens se fichent complètement de savoir si François Bayrou allait ou pas rester en place. Ils se fichent complètement de savoir qui sera le prochain Premier ministre. Ils sont très inquiets de la situation, de leur situation financière. D'ailleurs, on le voit, les Français ne dépensent pas actuellement. Il n'y a aucune visibilité ni pour les Français dans leur quotidien, ni pour les entreprises. Aucune visibilité à long terme. Donc c'est une catastrophe sur le point de vue économique. Il faut impérativement rétablir un minimum de confiance et cette confiance n'existe plus. Ce manque de confiance, d'ailleurs, il faut bien le dire, ne touche pas que François Bayrou, ne touche pas que Emmanuel Macron, mais touche bien l'ensemble de la classe politique qui sort, je dirais, étrillée par ces épisodes. Quant à la manière dont la gauche récupère effectivement les mouvements spontanés, ce n'est pas la première fois qu'il y a une récupération, ça devient une sorte de tradition, soit une récupération que le pouvoir laisse faire en espérant des violences, comme il a réussi à transformer le mouvement des Gilets jaunes et à en faire, soi-disant, un mouvement de casseurs, ce qui lui a permis de mettre en place une répression qu'on n'avait jamais connue en Mmh. période de paix avant. Là, actuellement, je crois que vous disiez tout à l'heure, j'écoutais Oui. votre début de journal, on parlait de 100 000 manifestants et de 80 000 policiers. Un policier par manifestant, ça m'apparaît être un régime très sain, tout ça. Effectivement. Bon, merci Christophe Boutin. On va finir rapidement sur ces chiffres, mais vous êtes un invité régulier, donc on aura le temps de reparler de tout ça. Mais merci d'avoir été avec nous ce matin et je vous dis donc à très bientôt et bonne journée.